familiale et structurelle, financé par le Fonds de recherche du Québec, ainsi que le projet de partenariat CRSH intitulé Retranche la violence. Ces travaux portent sur les diverses formes de victimisation vécues par les enfants, dont l'exposition à la violence conjugale et familiale, le développement et l'évaluation d'outils de prévention novateurs, les parentalités, ainsi que la concertation entre les ressources d'aide en violence conjugale et familiale. Par la suite, nous aurons donc Céline Lalande, PhD, professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Elle est travailleuse sociale et a une expérience clinique, formation pratique, ainsi que l'évaluation de programme. Alors, pour un petit mot avant de commencer, il y aura une période de questions-réponses à la fin, environ de 10 minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre vos questions et réponses dans le chat et nous allons les regrouper à la fin pour poser toutes ces questions à nos présentatrices. Et encore bienvenue, je suis ravie de vous voir en si grand nombre et je vous souhaite un bon webinaire à toutes et à tous. Et je vais laisser la parole à Geneviève Lessard. Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Merci Katia pour l'introduction de notre présentation. Je vais aller tout de suite avec le plan de notre présentation. Donc, moi, je vais commencer en vous racontant un peu la petite histoire du projet, c'est-à-dire comment le projet s'est mis en place, comment il a été développé, mais aussi pourquoi on l'a développé. Ensuite, je vais vous expliquer très sommairement c'est quoi Retranche, là, avec l'objectif principal, l'équipe qui constitue, qui mène ce projet-là ensemble et les principaux chantiers qu'on a inclus dans le projet pour que vous puissiez avoir une idée globale du projet avant que je puisse passer la parole à Céline qui va faire l'essentiel là, de la présentation. On a choisi de vous présenter plus en détail un chantier en particulier. C'est le chantier qui porte sur la collaboration et le partenariat au sein du projet. Donc, Céline va vous expliquer l'objectif, la méthodologie de ce chantier et quelques résultats préliminaires avant qu'on passe à la période de discussion avec vous. Donc, pour commencer, notre projet ratisse très large. On couvre plusieurs formes de violences, les violences intimes, familiales et structurelles. Les violences intimes, ça inclut la violence conjugale et les violences aussi sexuelles qui peuvent être subies par les personnes victimes. Les violences familiales, c'est essentiellement des violences qui sont dirigées vers les enfants en milieu familial et la violence structurelle, ça renvoie à des violences qui sont subies par des personnes en raison de leur identité personnelle ou encore des violences que les personnes subissent parce que les services sont pas suffisamment bien adaptés aux caractéristiques des personnes. On sait que la recherche montre très, très clairement que ce sont des problèmes majeurs qui ont de graves conséquences sur les victimes, mais qui coûtent aussi très cher à la société pour la prise en charge des victimes et des auteurs. Euh, Juste deux statistiques à titre d'exemple, là, pour la situation au Québec, on a 25 000, un peu plus de 25 000 cas de violences conjugales qui sont déclarés au service policier chaque année. C'est les statistiques de 2022, les plus récentes disponibles, mais ça se ressemble là, d'une année à l'autre, puis on sait que les femmes sont majoritairement les victimes. Euh, Au niveau de la maltraitance des enfants, il y a 41 000 signalements qui ont été retenus pour maltraitance des enfants par la protection de la jeunesse dans l'année 2025. Et ça, c'est juste une petite indication parce qu'on comprend que les cas déclarés ne représentent pas l'ensemble du problème, c'est beaucoup plus large parce que très peu de situations se ramassent dans les services comme la protection de la jeunesse ou la police. C'est vraiment la pointe de l'iceberg. En fait, 19% des victimes de violences conjugales et seulement 5 à 6% des victimes d'agressions sexuelles vont dénoncer leur situation. On sait aussi que les conséquences sont nombreuses et très documentées sur les victimes. Par contre, très peu de recherches portent sur des facteurs de protection ou ce qui aide les personnes victimes à s'en sortir. C'est
c'est donc l'orientation du projet qui a ciblé cette thématique-là pour sa réalisation. Au début du projet, avant qu'on obtienne la subvention, on retourne en arrière. On est en 2020, se déclenche une pandémie mondiale que tout le monde a vécue qui a frappé de façon importante les personnes en situation de violence, mais aussi nos partenaires de la pratique avec qui on travaille parce qu'ils ont eu à adapter leurs services très rapidement pour s'ajuster aux consignes sanitaires. Euh, ben, nous, en même temps, on recevait comme financement ben, pour notre centre de recherche ben, le rêve. C'est un des 5 centres de recherche membres de l'Alliance canadienne des centres de recherche en violence basée sur le genre. Donc, c'est le Centre québécois qui travaille au sein de cette alliance canadienne. Et on a obtenu, nous, en 2020, un financement pour notre centre de recherche qui est décerné par le Fonds québécois Recherche, Société, Culture. Donc, on commençait ce financement-là dans un contexte un peu particulier où on, on- on n'avait pas la possibilité de réunir nos membres pour faire des réunions puis développer des projets rassembleurs. Donc, c'était quand même un gros défi. Donc, on a fait, notre stratégie, ça a été de faire un sondage pour identifier à nos membres. Quand je parle de nos membres, c'est autant des partenaires de la pratique que des chercheurs universitaires. Là, on est vraiment un centre de recherche en partenariat. Puis, on voulait savoir c'est quoi un intérêt qui pourrait être rassembleur, puis mobiliser nos membres dans un grand projet rassembleur. C'est comme ça que la thématique de la sortie des violences est émergée. Donc, à l'ère post-pandémique, on n'avait pas fini encore la pandémie, on était en plein dedans. Puis le démarrage du projet s'est quand même fait il a été ralenti, pardon, par le fait que notre centre de recherche, déjà en 2023, on était en demande de renouvellement pour encore le financement du centre de recherche. Donc moi, en tant que directrice du centre de recherche et toute notre équipe de coordination a été extrêmement mobilisée en 2023 au moment où on commençait le projet par le fait de stabiliser nos financements. Donc, Retranche est un projet, mais pour faire ce genre de projet-là, on a besoin de financement d'infrastructures pour assurer une certaine pérennité. Puis, ben, c'est jamais périn, là, les financements des centres de recherche, mais bon, on peut dire maintenant qu'en 2026, rendu où est-ce qu'on est aujourd'hui, c'est un bon moment pour vous présenter le projet parce que il est très bien lancé. On est au cœur du projet. Il y a beaucoup de chantiers qui sont commencés. À cause du temps limité, ben, comme je disais au début, on s'est concentré sur un des chantiers. Mais si vous êtes intéressé à en savoir plus, on peut répondre à vos questions là, dans la période de discussion. Notre objectif, c'est de découvrir les parcours de sortie des violences intimes, familiales et structurelles pour identifier les facteurs qui favorisent la sortie et pour les mobiliser dans les pratiques et les politiques publiques. Donc, on est vraiment dans un projet de type recherche-action où est-ce qu'on a des objectifs de développement des connaissances, mais aussi d'amélioration là, des pratiques. Euh, le projet mobilise un vaste groupe d'experts en violence. Donc, on a tout près de 30 chercheurs universitaires et autant de partenaires de la pratique des milieux communautaires et institutionnels, surtout des milieux communautaires, un peu des milieux institutionnels et quelques représentations de ministères qui sont pertinents là, à nos travaux au projet. On a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur les différents chantiers du projet, comme intervieweurs, comme analystes, comme bon, multitâches, et 5 personnes expertes de vécu qui partagent leur expérience pour nous aider à orienter le projet dans ces grandes décisions. À différents moments du projet, là, on sollicite l'expertise des personnes expertes de vécu. Donc, on est financé par le CRSH dans le concours de partenariat pour la période 23-30.
On a pris un retard, comme j'expliquais tout à l'heure. Dès le début du projet, on a commencé à prendre un retard sur le projet. Donc là, on planifie maintenant notre projet sur une période de 8 ans au lieu du 7 ans initial. Et ça devrait être beaucoup plus réaliste ainsi. On a quand même 4 chantiers sur 6 de commencer. Donc le C1, chantier 1, c'est un chantier qui est qualitatif où on va faire des récits de vie avec des personnes qui se considèrent sorties d'une forme ou l'autre de violence. Et on a 2 entrevues par personne, une qu'on fait son parcours de vie, une autre on approfondit les facteurs de sortie. Ce chantier-là va se terminer autour de 2028-2029 si on inclut la période de diffusion des résultats, mais à partir de l'année prochaine, on devrait avoir des résultats moins préliminaires que ce qu'on a en ce moment. Le chantier 2, c'est un chantier quantitatif où on utilise des grandes enquêtes populationnelles représentatives pour aller rechercher aussi les facteurs de sortie quantitativement auprès des échantillons représentatifs. Ensuite, on va faire une intégration des résultats quantitatifs qualitatifs pour aller vers le chantier 3 qui va commencer l'année prochaine, où on est dans un chantier qui porte sur les pratiques d'intervention, faire des focus group avec des intervenants, des gestionnaires, des décideurs pour savoir qu'est-ce qui se fait de bien dans les services actuels qui encouragent les facteurs de sortie, qui mobilisent les facteurs de sortie, mais aussi et surtout, qu'est-ce qu'on doit améliorer ou changer dans les pratiques d'intervention pour qu'on favorise davantage la sortie des violences. Le chantier 4, c'est le chantier politique. On va avoir un petit bout au début avec notre partenaire autochtone. On va faire une méthode d'analyse en groupe autochtone, mais ce chantier-là va commencer un petit peu plus tard aussi, où qu'est-ce qui, dans les politiques, devrait être amélioré pour mieux mobiliser les facteurs de sortie, méthode d'analyse plus documentaire. Et le chantier 5, qui est un peu commencé par le partage des outils existants déjà, qui sont axés sur les facteurs de sortie. On fait une recension des outils existants. Puis à partir du moment où on aura des résultats quantitatifs et qualitatifs, on pourra créer de nouveaux outils axés sur les facteurs de sortie. Le chantier en jaune, c'est celui dont Céline va vous parler plus en détail aujourd'hui. C'est celui sur l'analyse des pratiques de partenariat au sein du projet et se déroule tout au long du projet. C'est le seul chantier qui se déroule tout au long du projet, plus le comité des personnes expertes de vécu qui est actif tout au long du projet, puis évidemment notre comité de direction là, du projet. Donc sur ce, je vais passer la parole à Céline pour la suite de la présentation. Merci Geneviève et bonjour à chacun, bonjour à chacune. Donc moi j'ai le privilège d'être la personne qui dirige le chantier 6 qui porte sur justement l'analyse et le développement du partenariat. Je suis impliquée dans le projet depuis ses tout débuts. En fait, là, j'ai rempli le sondage où on devait mentionner nos intérêts. J'ai participé aux rencontres. Puis moi, ce qui m'intéressait dans ce projet-là, c'était son fonctionnement de l'intérieur. Je l'avais mentionné assez rapidement. Juste avant le début de ce projet-là, j'étais justement à Western dans le cadre d'une activité de sabbatique, puis j'observais Katrina qui gérait un assez grand projet aussi pan-canadien, puis je trouvais ça fascinant. Fait que j'avais envie, moi, d'observer de l'intérieur comment ça fonctionnait, ces gros projets-là. Fait que ça, c'était mon premier disons, incitatif à m'y impliquer, puis un autre incitatif qui a probablement incité Geneviève à m'approcher pour m'impliquer puis diriger ce chantier-là, c'est le fait que mes travaux portent sur la collaboration professionnelle dans le domaine de la violence conjugale de façon générale. C'est mon objet de recherche le plus important dans le cadre de mes travaux. Donc, ces deux éléments-là m'ont amené à être la personne qui c'est ça, chapeaute les travaux. Oups, je passais tout droit. Les travaux du chantier 6, c'est un chantier
qui s'étend sur le long terme, ce qui est assez rare en recherche, là, des projets de 7-8 ans où on peut vraiment prendre le temps de apprendre à se connaître, les gens avec qui on travaille, déployer nos actions, les réfléchir, là. Donc ça aussi, là, c'est vraiment un contexte agréable de travail, là. Je me sens chanceuse d'être la personne qui dirige ce chantier-là. Rapidement, les personnes qui le composent, on a à part à peu près égale des chercheurs, 4-5 chercheurs, puis 4-5 membres de la pratique qui composent notre chantier. Il y a des changements parfois là, en cours de route selon les disponibilités ou parfois des changements de poste, là, mais grosso modo, depuis le début, c'est la composition du chantier. On a des personnes étudiantes aussi qui soutiennent les travaux, puis une personne qui est embauchée pour en assurer la coordination, là, donc pour me soutenir dans l'avancement des travaux. On a un lien étroit aussi avec le comité directeur, notamment avec Geneviève puis Caroline, qui coordonnent Retranche. Donc, nous, on se rencontre environ 3 fois par année. On a un calendrier prédéterminé, ce qui est facilitant. L'objectif des rencontres, c'est vraiment d'assurer à la fois un comité de suivi des travaux, mais aussi un espace d'échange, de co-création d'idées, après coup, on va créer des sous-comités qui font avancer les travaux puis les idées qu'on aura développées. L'objectif général de ce chantier-là, puis dont l'objectif qui était énoncé là, dans la demande de subvention, c'était de renforcer la collaboration puis le partenariat envers les différents acteurs en violence entre partenaires intimes, en violence familiale et en violence structurelle au Québec. Historiquement, ce sont des groupes qui travaillent en silo. Les groupes qui travaillent dans ces domaines-là, il va y avoir des relations de collaboration parfois, mais l'idée de ce projet, c'était vraiment d'avoir une lecture plus holistique, plus globale de la violence et par nos travaux, par notre chantier, on veut aussi faire en sorte que les gens qui s'impliquent dans les différents types de violences se rencontrent aussi dans le cadre d'activités. Plus spécifiquement, on a pour objectif, je m'excuse pour le son, j'ai oublié de fermer mes notifications, on a comme objectif de reconnaître et mobiliser par le développement de différents processus de participation, les expertises de différentes natures. Donc, comme Geneviève l'a mentionné, il y a des experts chercheurs, il y a des experts praticiens, puis il y a des experts de vécu. Puis c'était vraiment important, puis ça a été mentionné très rapidement, que la diversité des expertises soit reconnue. Il y a des gens, évidemment, aussi qui ont plusieurs de ces chapeaux-là. Puis ça aussi, c'est une chose qu'on reconnaît, là, qu'on accepte, là, puis qu'on trouve intéressante aussi. Donc, l'idée, c'est de le valoriser. On a aussi comme objectif plus orienté vers la recherche, de documenter les pratiques collaboratives gagnantes, puis les stratégies qui permettent de relever les défis rencontrés dans le cadre de notre partenariat. Il y a des membres qui ont beaucoup d'années d'expérience en collaboration ou en recherche collaborative. Donc, il y a déjà beaucoup d'expertise partenariale qui est présente dans le projet. Puis nous, notre rôle qu'on s'est attribué comme chantier 6, c'est vraiment de s'assurer que ces connaissances-là soient partagées en fait aux membres, puis qu'on puisse tous en profiter, puis qu'on puisse les valoriser. Puis enfin, dans cette processus-là de documentation, de reconnaissance, on fait évidemment différentes formations. Je ne sais pas si formation, c'est le bon terme, là, comme je mentionne. Je pense que c'est plus une question de circulation des informations, là, du partage des savoirs que de former à proprement parler. Mais on peut participer à des ateliers, notamment lors de la journée annuelle en présentiel. On va tranquillement là, faire en sorte que certaines données qui ont été collectées circulent pour ben, c'est ça, que tous et chacun qui s'y implique là, soit au fait des choses qu'on fait bien, mais des choses qui sont à améliorer aussi. Donc, ce dont je voulais vous parler plus spécifiquement aujourd'hui, c'est un de nos processus de collecte de données, c'est-à-dire un sondage. On a deux principales façons de collecter des données, soit par des observations, des rencontres de chantier, puis par un sondage qu'on va envoyer à nos membres de façon biannuelle. Donc, 2 fois par année. On a fait la première collecte en janvier
décembre-janvier. Puis, c'est ça, j'ai envie de vous partager un peu le processus de création du sondage qu'on a fait. Peut-être ça pourrait inspirer certaines d'entre vous pour utiliser ce même type d'approche dans vos projets. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions après coup, vous êtes bienvenus là, de nous écrire là, à ce sujet. Donc, pour élaborer le sondage, puis globalement pour asseoir nos travaux dans une visite scientifique, on a fait une recension des écrits. C'est ça qu'on a fait en 2024 là, principalement. Donc, on a fait une recension des écrits sur la recherche partenariale, puis sur les différents outils qui existent, qui sont disponibles pour mesurer les collaborations intersectorielles. On ne s'est pas limité au champ de la violence parce que on voulait avoir le plus d'inspiration possible. On a recensé quelques outils, puis quatre principalement là, qu'on a retenus pour nous orienter. Je vais les présenter un petit peu plus tard. Donc, parmi les outils qui nous semblaient pertinents puis intéressants, on a identifié les dimensions qui visent à documenter la collaboration puis le partenariat qui étaient d'intérêt pour les membres de Retranche. Puis, on a cherché à disons, prioriser certaines de ces dimensions-là. Donc, pour ce faire, on a utilisé deux sondages déjà auprès des membres. Premièrement, on a demandé aux gens de nous dire parmi les dimensions qu'on leur proposait, il y en avait 16 ou 17, lesquelles les membres trouvaient pertinentes à documenter. Et là, cette approche-là a été peu porteuse de succès, là, au sens où ce qui nous est revenu, c'est que la majorité des dimensions étaient considérées comme intéressantes. Donc, il a fallu retourner auprès des membres puis leur demander de prioriser lesquels parmi les 16-17 qui étaient proposés, parce qu'on ne se voyait pas nécessairement documenter largement le 16-17 dimensions collaboratives. Là, ça aurait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de données pour lesquelles il aurait été difficile de faire sens. Donc, on est retourné auprès d'eux pour qu'on puisse établir une priorisation des dimensions qui étaient les plus importantes, pas parce qu'on ne s'intéressait pas du tout aux autres, mais en fait, ce qu'on voulait, c'est s'assurer que les 6 plus importantes, on allait avoir des données, on allait en avoir beaucoup pour bien comprendre là, comment prenaient place nos collaborations sur ces 6 dimensions prioritaires. Et là, sur la base de cet exercice-là, on a pu justement identifier des dimensions prioritaires que je vais vous présenter dans quelques instants. Ensuite, on a eu un échange entre collègues experts du terrain et experts-chercheurs qui avaient un intérêt pour travailler au développement du sondage puis de nos outils de collecte, à savoir quelle qualité était attendue de notre outil de mesure. Dans les qualités, dans le fond, on se questionnait à savoir est-ce que on veut un outil de mesure qui va atteindre des niveaux de validité puis de fiabilité psychométrique très, très, très élevés, ce qui impliquerait évidemment un processus de développement avec certaines étapes particulières, ou ce qu'on voulait, c'est peut-être avoir des outils qui allaient être plus rapidement accessibles et qui allaient nous permettre plus rapidement d'avoir accès à certaines informations qu'on allait pouvoir mobiliser puis réinvestir dans le partenariat. Puis l'issue de cette discussion-là, c'est que personne d'entre nous avait la prétention, en fait, là, de publier dans des études à très, très haut facteur d'impact. Puis ce qui nous intéressait, c'était surtout le caractère utile de nos outils de mesure plutôt que l'aspect de haut standard scientifique qui aurait pris plusieurs années du partenariat à développer. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est entendu. Ensuite, on a créé des outils. Et ces outils-là, en fait, pour le sondage, euh, je vais, donc pour le sondage, il y a eu cinq outils qui existaient déjà, qui ont été retenus. Ce qu'on a fait, en fait, c'est que les 6 dimensions qui étaient les prioritaires étaient celles des capacités, donc de l'impact du partenariat sur les capacités individuelles, organisationnelles, collectives, était celui de la réciprocité, de la congruence, que je vais vous expliquer ça dans quelques instants, de la synergie, de la communication, des dynamiques relationnelles. Donc, une fois qu'on a identifié, dans le fond, nos 6 dimensions prioritaires, on les a rattachées aux outils desquels ils provenaient, puis on a
pris les questions, en fait, là, qui se rapportaient à ces dimensions-là plus particulières, puis on a retenu celles qui nous convenaient en sous-comité de chercheurs et de praticiens, et on les a adaptées, en fait, à notre contexte de recherche particulier, là, qui était le partenariat lui-même. Donc, on a travaillé à plusieurs et pour réviser là, chacun des outils, chacune des questions, lorsqu'il y avait des mésententes là, par rapport à certaines questions à retenir ou à ne pas retenir, on discutait de ces mésententes ou de ce désaccord-là de façon interjuge en comité. Puis au final, on a réussi à créer un sondage qui tient compte de chacune de ces dimensions-là à partir là, du CIROP, qui est un outil développé par King et Al au début des années 2000, à partir d'un outil qui s'appelle le Integration of Human Services Measure, développé par Brown et Roberts, du Partnership Self-Assessment, qui est développé par le Center for the Advancement of Collaborative Strategies in Health, du Collaboration Agreement Template, puis de l'outil diagnostic de l'action en partenariat, qui est développé par des chercheuses québécoises. Donc, les questions qui ont été retenues, c'est celles qui ont été intégrées dans notre sondage. Puis, pour revenir un peu en arrière, une fois qu'on a identifié les questions, une fois qu'on a eu une discussion sur l'accord interjuge, on a fait un processus de validation de contenu et de validation pragmatique. C'est-à-dire que on a soumis notre questionnaire à des gens qui étaient issus des 3 groupes d'expertise, donc des gens qui étaient des experts expérientiels, des gens qui étaient des experts chercheurs, puis des gens qui étaient des experts du terrain pour recueillir leur point de vue sur les questions retenues, leur pertinence, à bien documenter là, les dimensions qui nous intéressaient et aussi sur leur qualité en termes de clarté, en termes de facilité à répondre, etc., etc. Puis une fois qu'on a fait ça, bon, c'est comme je l'ai mentionné tantôt, on a fait une première de collecte de données en décembre 2025, janvier 2026. Le format du sondage qui a été diffusé, c'est des questions qui sont sur des échelles de Likert en 5 points. Un étant disons soit on demande aux gens s'ils sont d'accord ou ils sont pas du tout d'accord, 5 étant les réponses où il y a le plus haut niveau d'accord et en termes de satisfaction, par exemple, 1 étant la plus basse satisfaction ou l'insatisfaction et 5 étant les plus hauts taux de satisfaction. On a aussi ajouté des réponses ne sait pas ou ne s'applique pas parce que selon l'implication des membres, il y a certaines dimensions, certaines questions où on prévoyait que les gens ne seraient pas en mesure de répondre. Voici un exemple de question qui est inséré dans notre sondage. Les membres sont capables d'exprimer des points de vue divergents et d'en discuter. Ça, c'est une des questions qui est dans l'échelle qui porte sur les dynamiques relationnelles. À la fin de chacune des sections ou des échelles là, par dimension, il y a aussi une question à court développement qui permettait aux gens soit d'expliquer leur réponse si elles le sentaient, si les personnes sentaient que c'était nécessaire, ou encore d'ajouter en fait là, à leur réponse, donc de compléter leur réponse pour pour nous permettre là, de mieux comprendre là, leur expérience puis leur perception par rapport à chacune des dimensions. On a eu quand même un assez haut taux de participation. Il y a à peu près une 60aine de membres dans Retranche. Donc, on a eu 2 tiers des gens qui ont complété le questionnaire. La première passation, les gens, ça leur prenait environ 12 minutes, là, donc c'est pas immense. Là, puis, ce qui est quand même pour nous, c'est important. Là. On veut mobiliser les gens, puis on veut qu'il y ait de la rétro, puis on veut des échanges avec eux, mais on veut pas c'est ça, on veut pas qu'il y ait une lourdeur, en fait, là, dans ces échanges puis ces processus de collecte de données-là, parce qu'on sait que nos partenaires sont fort occupés. Parmi les gens qui ont répondu, on avait aussi une assez belle représentation de tous les sous-groupes. Donc, environ 1 tiers des gens sont des personnes chercheuses, 1 tiers sont des personnes experts de la pratique,
un peu moins de 20% sont des personnes qui travaillent pour le projet. Il y avait 10%, c'est-à-dire 4, là, donc une grande partie de nos experts de vécu ont répondu au sondage, puis quelques étudiants aussi y ont répondu. Les gens qui ont répondu pour la plupart, en fait plus que la moitié, là, mais près de la moitié, c'était des gens qui s'y impliquent depuis plus de 2 ans. Donc, ça, je trouve ça intéressant parce que ça montre en fait l'engagement des gens aussi. Tu sais, les gens qui sont là depuis un certain temps vont rester dans le projet là, à assez long terme, ont envie de s'y impliquer. Puis ça aussi, je trouve que c'est un indicateur de la collaboration qui a lieu. Il y avait des gens aussi là, qui étaient dans le projet depuis moins longtemps, là, donc il y a quand même un mouvement, mais on voit là qu'il y a un nœud assez fort là, de gens qui s'y impliquent depuis longtemps, qui ont répondu au sondage. Euh, Plus que le 2 tiers des gens sont déjà impliqués dans un chantier, parmi ceux qui ont répondu, puis il y a un tiers que non. Il y a des gens qui sont impliqués dans un chantier, par exemple, qui n'a pas encore débuté, puis il y a certaines gens qui sont des partenaires peut-être plus en périphérie, qui n'ont pas nécessairement d'implication dans un chantier, mais qui sont intéressés par le projet, qui sont intéressés par les informations qui y circulent, etc., etc. Là. Donc ça, c'était le tiers de gens là, qui ont pas qui sont pas dans un chantier actif au moment où ils ont rempli le sondage. Puis, une autre chose qui est intéressante, c'est on voit aussi la variabilité en termes de participation aux rencontres. Donc, on a des gens, comme le tiers de l'échantillon à peu près, qui ont participé à seulement 1 ou 2 rencontres au cours de l'année. On a un autre tiers qui ont participé à 3, 4 rencontres de chantier ou encore d'assemblée annuelle là, en présentiel qui ont répondu au sondage. Puis on a quand même près du quart qui ont participé à 5 et plus rencontres au cours de l'année qui a précédé la réponse. Donc, encore une fois, on voit comme une certaine variance dans le niveau d'engagement qui est représenté dans le sondage qu'on a collecté, qu'on a passé. Donc, c'est intéressant. Ça permet d'avoir une lecture là, des résultats qui est assez varié et qui nous permet de voir que le portrait des gens qui répondent est aussi assez varié. Donc, je vous présente de façon très, très synthétique les résultats préliminaires. J'ai mis en jaune, en fait, des items qui étaient un peu plus bas, puis qui nous donnent, en fait, des indices sur peut-être des choses sur lesquelles on devrait agir. Puis, j'ai mis en vert des résultats qui étaient très élevés. Donc, comme l'échelle de Likert était en 5 points, évidemment, euh, ce qui a été fait pour traiter les données, c'est que les réponses ont été traduites en score et calculées en moyenne, puis le score maximal était sur 5. Donc, on voit sur l'item de la communication qui comprenait 19 questions que le niveau de satisfaction est somme toute très élevé. Les gens qui ont répondu au sondage sur des questions de communication, soit avec leur chantier ou encore avec l'équipe de direction du projet, sont à un niveau moyen là, de 4,71 sur 5 là, en termes de satisfaction, avec un écart type qui est quand même assez petit. Donc, on voit que globalement, les gens semblent assez contents des communications qui ont lieu, que ce soit autant en termes de communication descendante, c'est-à-dire l'information qu'on leur transmet, les infolettes, les courriels, que de communication ascendante, c'est-à-dire que eux, lorsqu'ils ont à communiquer avec des responsables de chantier ou les gens du comité directeur, ils ont l'opportunité là, de rejoindre les gens assez facilement. L'item le plus bas, c'était que il est facile d'identifier à qui je dois m'adresser lorsque j'ai besoin de communiquer avec l'équipe de coordination de retranche, où on voit que le score n'est pas très, très bas non plus, là, c'est 4,38 sur 5. Puis ça, nous, à l'interne, on sait que la coordination a changé quelques fois depuis le début de l'année, ce qui pourrait expliquer le fait que les gens peut-être vont chercher pendant un petit peu plus longtemps lorsqu'ils ont besoin de communiquer avec la coordination. Puis, justement, des actions ont été posées aussi en ce sens-là. On a créé un guide de collaboration où ces informations-là sont présentes. Donc, lorsqu'on a ce genre d'informations-là, bien, rapidement, on va y réagir, ce qui rend le processus intéressant. L'échelle où on avait les résultats les plus bas, c'est celle qui porte sur la synergie. Dans notre projet, la synergie, on l'a définie en termes de cette idée que
lorsqu'on travaille collectivement, on arrive à de meilleurs résultats que lorsque chacun d'entre nous travaille de façon isolée et on cumule notre travail. Donc, cette idée que la collaboration, en fait, le tout est plus grand que la somme de ses parties. Puis, les questions, il y avait 5 questions qui sont associées. On demandait aux gens, par exemple, est-ce que retranche arrive à se définir collectivement des objectifs qui sont créatifs, etc. Ça, c'est l'échelle qui a eu les plus bas résultats, qui ne sont pas très bas non plus. Là, on voit que le résultat est de 4,37 sur 5, ce qui dénote une moyenne qui va entre une très grande satisfaction et une satisfaction moyenne. Et l'écart type ici est un petit peu plus grand là, que l'échelle précédente. Donc, il y a peut-être un petit peu plus de variabilité selon les sous-groupes qui sont représentés. La troisième échelle, celle en lien avec les dynamiques relationnelles, il y a 5 items qui étaient reliés à cette question-là. Encore une fois, les scores, comme avec la communication, sont somme toute assez élevés et tendent vers une très grande satisfaction. Il y a un écart type qui est somme toute assez court, assez petit. Donc, on sent là, que cette satisfaction-là est somme toute assez partagée parmi les partenaires, peu importe là, leur groupe d'appartenance. Deux autres échelles, en fait, là, qui sont en relation, c'est celle en lien avec la réciprocité, c'est-à-dire les relations intergroupes et la congruence. Par congruence, qu'on entendait, c'est le fait que le type de relation qu'on a entre les groupes d'experts correspond à l'attente qu'on a. Dans le fond, est-ce qu'on est en relation aussi souvent ou aussi peu souvent avec les gens qu'on voudrait l'être? Pour mesurer ces deux dimensions-là, il y a 5 items. Et ce sont grosso modo les mêmes items là, pour les deux échelles. On demande d'abord aux gens justement à quel point êtes-vous en contact avec les experts de vécu, les experts praticiens, les experts chercheurs, le personnel, puis à quel point les chantiers entre eux sont en contact. Ça, c'était les 5 premières questions. Puis ensuite, pour la congruence, on leur demande à quel point vous aimeriez être en contact avec ces mêmes sous-groupes. Lorsqu'on fait l'analyse préliminaire de ces réponses-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain écart entre les relations que les gens ont et celles qu'ils voudraient avoir avec les experts de vécu, avec les praticiens et aussi en matière de relations interchantiers. Puis ça, ce qu'on a l'intention de faire, c'est vraiment peut-être d'aller creuser un peu plus pour comprendre comment les gens voudraient être en relation avec ces différents sous-groupes-là. Puis c'est une activité qu'on pourra faire là, ultérieurement, puis de laquelle je pourrais vous parler un petit peu plus dans quelques instants. Donc ça, c'est une échelle qui a déjà soulevé des questionnements, des réflexions, puis on a intérêt à réinvestir là, dans les pratiques des prochaines années. Puis enfin, la dernière échelle sur laquelle on s'est intéressé dans le sondage puis qui était considérée prioritaire, c'est le potentiel d'impact du projet. En matière de potentiel d'impact, il y a 15 items, il y avait 15 questions, puis ceux-ci se divisent en 3 sous-catégories. Donc, l'impact sur les individus, l'impact sur les organisations, l'impact sur les communautés. Pour fin de simplification, on a regroupé toutes les réponses ensemble. On voit ici que le niveau, la croyance dans le potentiel d'impact du projet est assez élevé. Donc, ça s'approche encore une fois là, du 5. Par contre, on voit qu'il y a une variance quand même peut-être un petit peu plus élevée là, que le 0,5 qui était précédemment pour d'autres échelles. Ce qu'on notait lorsqu'on analyse les réponses là, en sous-échelle, c'est que les gens ont plus de croyances que le projet peut les impacter eux individuellement que son potentiel d'impact dans la communauté, ce qui est tout à fait normal en fait. Là. Plus les effets d'un projet sont proximaux, plus sont difficiles à concrétiser puis à mesurer. Là. Donc ça, c'est pas surprenant. Puis au fur et à mesure que le projet va avancer, ce qu'on compte faire, c'est moins mesurer les croyances dans le potentiel d'impact, mais plutôt poser des questions sur les impacts réels observés des membres. Puis on va pouvoir, comme on va
passer le sondage 2 fois par année, on va pouvoir faire en fait, analyser les données dans leur évolution temporelle, puis voir si est-ce que les impacts du projet sont cohérents avec comment les gens croyaient qu'ils allaient impacter, là. Donc ça, c'est assez intéressant aussi là, pour nous. Donc, la suite, ben, évidemment, ce qu'on compte faire, c'est approfondir nos analyses. Donc là, ce que je vous ai présenté, là, c'est les analyses plus préliminaires. On a commencé à analyser les données qualitatives qui étaient associées au sondage, puis on veut aussi trianguler les analyses d'observation. Dans les observations, comme je le mentionnais, on enregistre les rencontres. On a développé une grille d'observation sur la base de nos différentes dimensions, les 6 qui sont utilisés dans le sondage, mais d'autres aussi. Puis, on a l'intention de croiser les données des sondages avec les données d'observation là, pour voir comment elles se nourrissent les unes les autres. Quand on voit des scores très élevés, d'essayer de documenter les pratiques observables qui permettent d'expliquer cette grande satisfaction-là. Et la même chose là, lorsque les scores sont un peu plus bas. On est sur le point de créer un comité de mobilisation des connaissances. C'est une suggestion qui est issue des partenaires de la pratique. En fait, là, ce qui était mentionné lors de notre dernière rencontre de chantier 6, c'était que, ben, d'une part, nos partenaires de la pratique avaient envie de s'impliquer dans dans des sous-projets ou des activités qui étaient plus associées à leurs expertises. Et aussi, elles avaient envie que rapidement, les données qu'on collecte soient utilisables pour le projet, mais peut-être plus largement aussi. Donc, on a convenu que ce serait pertinent de tout de suite mobiliser le chantier 5. On a une rencontre d'ailleurs demain avec le chantier 5. Donc, un premier travail de collaboration entre notre chantier 6 et le chantier 5 qui s'occupe justement de produire des outils. Donc, on a déjà envie de travailler à ce que nos données soient vulgarisées, soient facilement accessibles, soient diffusées de façon à être utiles. Évidemment, il y a des prochaines collectes qui sont à venir. Il va y avoir aussi des ateliers, très probablement, ou en tout cas, comme je mentionnais, tu sais, toute la question de la réciprocité soulève des questionnements, puis on a commencé à en discuter, mais on aimerait ça certainement avoir des échanges avec certains membres pour voir comment on pourrait concrétiser ça, ce désir d'être plus en relation selon certains sous-groupes ou rendre certains sous-groupes plus visibles. Donc, il y aura certainement peut-être un atelier ou une activité là, propre à cette question-là. Puis, à moyen terme, là, il va y avoir des activités de diffusion quand on va avoir l'impression là, que euh, nos données sont suffisantes et suffisamment solides en termes là, de validité par le biais des triangulations qu'on va en faire. On va réfléchir à les diffuser dans une optique là, scientifique. Donc, c'est ce qui nous attend dans les prochains mois et années. Moi, ça fait le tour des choses que j'avais à présenter par rapport aux travaux du chantier 6. Si jamais il y a des choses qui étaient plus ou moins claires, là, je sens que je me suis un petit peu mélangée dans mes pinceaux quand je parlais de la façon dont on a développé les questions. Sentez-vous bien à l'aise là, de poser des questions de précision ou encore là, des commentaires, que ce soit sur notre chantier 6 ou sur le projet lui-même. Là, Geneviève aussi, on est disponible toutes les deux pour répondre à vos questions. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute attentive et voilà. Oui, merci beaucoup pour cette belle présentation vraiment intéressante, aussi sur les différents outils que vous avez utilisés, les différents questionnaires, comment vous avez sélectionné les questionnaires, quel est utile dans le cadre de ce projet. Moi, j'aurais une toute première question, c'était pour savoir, parce que je voyais qu'il y avait un lien avec le Covid. Est-ce que c'est un sujet, ben, c'est un peu un sujet de départ, on va dire, mais est-ce que ça a été décidé à partir du fait que justement, c'était plus difficile de sortir des violences en période de Covid? Et donc, est-ce que c'est à partir de là que vous avez comme à penser que ça pourrait être intéressant, ce type de projet qui justement aiderait les victimes à mieux sortir des situations de violence conjugale, d'autant plus que dans cette période-là, à ce qu'on sait, ça a été encore plus compliqué que d'habitude. Merci.
Je peux peut-être répondre. Céline, tu pourras compléter. En fait, la période où on a travaillé, j'ai passé quand même vite pour expliquer le processus, mais il y a eu 3 rencontres de co-construction du projet de 2021 à 2022. Donc, c'est vraiment un projet dont les objectifs, qui va être sur quel chantier, qui veut faire quoi, tout a été décidé ensemble, même la structure de gouvernance. Donc, on a décidé ça dans des rencontres au début en Zoom parce qu'on n'avait pas le droit de se réunir, mais la dernière rencontre a été en présentiel. Puis l'idée de la COVID, ça a été peut-être un petit peu un point de centralisation de l'intérêt parce que les partenaires étaient préoccupés, oui, par l'augmentation des violences, par le défi des victimes de s'en sortir, mais ils et elles savaient aussi que la période post-pandémique allait pas être de tout repos non plus parce que justement, les victimes ont été pris avec leur auteur dans des lieux confinés, avec des défis d'accès aux ressources et ça a aggravé les violences. Donc, quand il va y avoir un retour dans les services réguliers, ça sera plus le même contexte de pratique. Donc, on a dessiné notre projet, oui, dans le contexte de la pandémie, mais on voulait qu'il soit plus large que ça, pas s'appliquer seulement dans un contexte euh, pandémique ou post-pandémique immédiat, là, parce que dans le fond, on postulait sur un concours de 7 ans. Donc, on ne voulait pas rester dans la pandémie pour 7 ans, mais on voulait que le projet réponde à des besoins concrets, donc un peu plus immédiats, puis qu'après ça, les transformations des pratiques politiques, ben, ce soit euh, encore pertinent, même si on ne parle plus de pandémie là, en ce moment. Puis c'est vraiment ça qui se passe dans le concret là, du projet. Merci beaucoup. D'accord. Je vous remercie à mon tour. C'était super intéressant. C'est un projet très emballant, je trouve, Retranche. Et puis, j'ai trouvé intéressant que vous détailliez comment, la prise de pouls du partenariat. En tout cas, je ne sais pas comment qualifier la démarche, mais s'assurer de la bonne santé d'un partenariat dans une structure qui comporte énormément d'acteurs, qui est très complexe. Donc, on sait qu'en partenariat, on peut réaliser de grandes choses, mais je trouvais important et intéressant ce chantier que vous avez présenté qui permet de s'assurer que ce partenariat-là est en bonne santé, puis venir ajuster certains éléments aux besoins. Et puis la démarche systématique et logique que vous avez utilisée là, pour la mettre en place. C'était fort intéressant. On a une question dans le Q&A. Donc, Lily Becca qui demande comment vous avez sélectionné les personnes dans les échantillons de recherche. Je ne sais pas si c'est seulement pour le chantier 6 ou pour l'ensemble de la démarche, mais peut-être que vous pourriez en dire quelques mots. Donc, qui a été sondé plus spécifiquement dans le chantier 6, puis peut-être plus largement dans le projet, là, qui vont être les personnes qui vont être interrogées là, pour les différents chantiers. Je peux commencer si tu veux, Geneviève. Pour le chantier 6, en fait, toute la population est susceptible de répondre, là. Comme notre population, c'est les membres de Retranche, qui sont 60 personnes, on ne fait pas de sélection, hein. On invite tous les gens qui répondent, puis c'est dans le fond, notre échantillonnage est sur la base du volontariat. Euh, donc voilà. Puis pour ce qui est je vais répondre pour le chantier 1 parce que je ne peux pas répondre pour l'ensemble des chantiers. Tout le monde a sa propre, dans chaque chantier, il y a une méthodologie différente, mais pour ce qui est des personnes qui sont en situation de violence puis qui se considéraient sorties d'une dynamique de violence, on est vraiment parti du point de vue des personnes elles-mêmes. Donc, nous, on n'a pas mis de critères de sortie parce qu'on sait très bien que la sortie, c'est un processus et non pas une journée, je suis dedans, une autre journée, je suis sortie. Donc, on n'est pas dans une approche noir-blanc, mais on voit aussi avec les données préliminaires auxquelles on a accès qu'il y a beaucoup de nuances de gris dans ce processus de sortie, que les personnes font des pas en avant, des pas en arrière. C'est quelque chose à quoi on s'attendait aussi et que nos partenaires s'attendaient. Pour les lieux de recrutement, c'est beaucoup de nos partenaires qui nous aident. Nos personnes expertes de vécu et nos partenaires nous aident vraiment beaucoup pour le recrutement. C'est sûr qu'on a mis des annonces aussi euh,
utiliser tous les moyens qu'on a là, de courriel, d'affiches dans les milieux de pratique, mais les références nous viennent du fait qu'on a un partenariat qui est quand même assez nombreux, qui couvre des secteurs de pratique très diversifiés. Donc, comme ça, on peut aller chercher un échantillon. C'était notre objectif aussi de diversifier l'échantillon selon les types de violences que les personnes ont vécues, selon les contextes de vulnérabilité, et ça s'avère quand même pas pire jusqu'à date, là, la diversité qu'on peut aller chercher grâce à nos partenaires qui nous réfèrent des participants. Je ne sais pas si ça répond à la question pour les autres chantiers. Le chantier 2, il n'y a pas de recrutement parce que c'est des données secondaires populationnelles, des échantillons secondaires populationnels qu'on réutilise pour fin d'analyse. Le chantier 3, ben, il n'est pas encore commencé, mais on va encore fonctionner avec, le chantier 3, c'est celui sur les pratiques d'intervention. On va fonctionner avec nos partenaires qui vont nous aider. Dans chaque chantier, il y a un comité. Céline vous a montré la composition du comité du chantier 6 sur la collaboration. Tous les chantiers du projet sont composés de façon à diversifier les expertises et avec un souci que ce soit paritaire, recherche pratique, là, qu'il y ait un équilibre dans la composition. Donc, quand le chantier 3 sur les pratiques va commencer, ça va être les partenaires du projet, les chercheurs impliqués dans ce chantier-là qui vont donner les orientations sur comment sélectionner nos personnes. Encore là, ça va être des volontaires, comme c'est le cas pour les autres chantiers qualitatifs. Geneviève, D'accord, est-ce que je merci peux me beaucoup. permettre? Ah, je voulais seulement ajouter quelque chose que je trouve intéressant puis pertinent. Tu sais, la question de définir ce que c'est que la sortie de la violence, ça a été un exercice collectif quand même aussi, parce que c'est un thème, c'est comme conceptuellement qui est difficile à circonscrire, là. Fait que, je sais pas si ça, en tout cas, on a fait, lors d'une rencontre annuelle, un atelier spécifique où tous les gens étaient appelés à échanger entre eux sur qu'est-ce que ça veut dire la sortie de la violence, là, pour essayer d'établir des critères. Mais ça aussi, tu sais, je trouve que c'est une volonté de mettre à profit toutes les expertises, là, puis de croiser nos regards sur comment on pense les concepts, puis s'assurer qu'on vit, qu'on élargit plutôt que rétrécir, en fait, là, dans nos façons de faire, là. Ouais. Puis, Parfait, merci beaucoup. je J'ai peux-tu encore, rajouter juste pour vous dire, une j'ai petite phrase? placé le Ah, sondage, OK. pardon, Ben pardon, juste, pardon. Katia a placé le sondage. N'oubliez pas de répondre avant de quitter le Zoom. Mais je voulais juste rajouter aussi un point là, qui m'apparaissait important par rapport, puis là, ça vient de me sortir de l'idée. Désolée. Par rapport au fait que, bon, si j'y repense, je reviendrai. Je te laisse continuer, Katia. Désolée. Non, excuse-moi, c'était ça. Je pensais que vous aviez fini. C'était sur le sondage qui a été placé. Mais aussi, il y a des nouvelles questions. Alors, je sais pas. Alors, la nouvelle question, c'est allez-vous parler du comité d'experts de vécu, de savoir un peu des nouvelles de ce comité-là, par exemple les réunions et les interventions. Et il y a Lily Becca également qui vous remercie. Ouais. Oui, je peux peut-être expliquer comment on l'a mis en place, ce comité-là. Le choix des personnes repose encore une fois sur l'expertise de notre groupe. Il y a des personnes dans le groupe qui font régulièrement des projets de recherche participative avec et pour des personnes directement concernées, qui nous ont référé des personnes qui ont participé à d'autres projets. Donc, c'était quand même pour nous important que notre comité d'experts de vécu rencontre au moins minimalement les mêmes objectifs ou critères, entre guillemets, j'aime pas ça, à dire ce mot-là pour parler du comité des personnes expertes de vécu, mais que les personnes qui participent au projet pour livrer leur expérience, c'est-à-dire d'avoir une certaine distance critique par rapport à son expérience, c'était très important pour nous parce qu'on voulait pas que la participation dans le projet soit un lieu de revictimisation. Quand la personne est encore dedans, dans des démarches
beaucoup de démarches en parallèle pour s'en sortir. C'est difficile d'avoir un recul sur son expérience puis d'apporter une contribution sur qu'est-ce qu'on devrait faire, comment on devrait le faire dans le projet. Donc, il y a eu ça. Après qu'on a eu les références, ben, il n'y avait pas d'autres critères de sélection. C'est tout le monde qui était référé, qui était inclus, mais on ne voulait pas non plus un comité trop gros de personnes expertes de vécu. D'abord, la personne qui dirige ce comité-là, c'est Émilie Bourdage, qui est elle-même une experte de vécu pour avoir vécu de la violence conjugale et sexuelle qu'elle a mentionné publiquement dans différents médias là, ouverts au grand public. Donc, elle est professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi, mais elle a une expérience de vécu. Donc, elle s'occupe du comité des personnes expertes de vécu. On a choisi d'inclure tout le monde qui était référé, mais de se limiter à un assez petit groupe pour permettre à tout le monde d'avoir des chances de collaborer quand il y a des demandes. Comment ça fonctionne, c'est qu'il n'y a pas tant de réunions souvent du comité. Il y en a eu au début pour savoir c'est quoi les rôles que les personnes voulaient jouer. Puis c'est bien correct que ce soit différent d'une personne à l'autre. Là, on a accepté ça. Il y en a qui veulent faire des conférences témoignages, il y en a d'autres qui veulent valider des outils, il y en a d'autres qui veulent s'impliquer dans l'organisation d'activités et on a essayé de donner les rôles en conséquence de ce que la personne avait exprimé vouloir faire dans le projet. Après, on y va vraiment pour les chefs de chantier, disent, OK, quels vont être les besoins de mon chantier dans la prochaine session? Qui pourraient solliciter l'expertise des experts de vécu. Puis après ça, on offre ces options-là aux experts de vécu une fois par session. Puis c'est la réponse. Les gens peuvent répondre qu'est-ce qui les intéresse, où ils sont intéressés de s'impliquer. Une des personnes expertes de vécu a développé le guide de collaboration dont parlait Céline tout à l'heure, en collaboration avec d'autres personnes. Donc, leur implication est vraiment importante et signifiante. On arrive au terme de notre heure de webinaire. Donc, un grand merci pour votre participation à ce webinaire, Geneviève et Céline. Ça a été très apprécié. Donc, je vous remercie de bien vouloir remplir, s'il vous plaît, le sondage qui vous a été transmis. Et puis, je vous souhaite un excellent succès là, pour la suite de ce magnifique projet. J'espère que vous pourrez nous en donner les suites là, dans quelques temps quand vous aurez aussi des données sur les différents chantiers. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Et puis, merci à tous et à toutes là, pour votre participation ce midi. Donc, une bonne fin de journée à tous. Merci.